Mercredi 5 octobre, il est 9h32, vous regardez Good Morning Mondial. Bonjour à tous chers internautes, devant un bon café, au bureau bien sûr, en tout cas on l'espère. Et vous avez bon goût parce qu'aujourd'hui c'est Renaud, notre grand invité. Avec vous Philippe Buros, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial France, vous êtes accompagné de Xavier Martinet, directeur marketing Renault, bonjour. Bonjour. Renault France, hein, toujours. En face sur notre plateau, Xavier Chimitz, vous êtes journaliste pour l'Argus de l'automobile. Bonjour. Et vous nous direz combien les Français dépensent pour l'achat d'une voiture neuve moyenne. On rentrera quand même un petit peu dans les détails. À côté de vous, Jean-Luc Brossard. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Emmanuel. Vous êtes directeur recherche et développement à la PFA, filière automobile et mobilité. Il y a un petit peu de vent sur le plateau, donc on voit bien que c'est une émission en direct. Vous nous direz combien l'innovation est importante. À l'occasion, aujourd'hui, il est déjà commencé sur le mondial du Forum mondial de l'innovation. Et on parlera en particulier de tout ce que les constructeurs déploient pour faire des économies de carburant sur les modèles futurs. Nous parlerons également des nouvelles solutions de mobilité tout à l'heure dans notre rubrique Conso. Et puis nous conclurons en découvrant comment on fait aujourd'hui pour diagnostiquer les pannes des autos modernes. Mais c'est tout de suite l'actu automobile dans Good Morning Mondial. Toyota annonce la création d'une co-entreprise avec Daihatsu dans les petites voitures. C'est une annonce surprise de ce matin. Mais non, ce n'est pas une surprise parce que Daihatsu est devenu une filiale à part entière de Toyota. C'était au mois d'août. Alors cet accord de coopération va porter sur la production de petites voitures. Il faut savoir que Daihatsu est leader du marché sur ce segment des petites voitures, à la fois en Malaisie où il pèse un tiers du marché des immatriculations, mais également en Indonésie, où il a 16% de part de marché. Daihatsu, donc filiale de Toyota aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir, et peut-être un élargissement dans nos pays, et en tout cas peut-être en Europe, de ces nouvelles gammes de véhicules. Toujours à l'étranger et dans la même zone géographique, les ventes en Corée du Sud ont baissé, les ventes de voitures neuves bien sûr, ont baissé de 13,2% depuis le début de l'année. C'est une surprise, mais en fait, ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'actualité internationale savent que chez Hyundai Motor, ça ne va pas très bien en Corée du Sud. Il y a des grèves massives depuis plusieurs mois qui occasionnent une chute de plus de 20% des immatriculations de Hyundai Motor. Alors on peut citer les 5 principaux constructeurs. À côté de Hyundai Motor, il y a bien sûr Kia Motors Corporation, GM Korea, évidemment Renault Samsung Motors, qui ne baisse certainement pas à la mesure du marché, et également Sangyong Motor Company. On suivra dans Good Morning Mondial les développements du marché sud-coréen. En Espagne, pour être un peu plus proche de chez nous, les ventes de véhicules électriques bondissent de 79% sur les 9 premiers mois de l'année. L'ANFAC, l'association des constructeurs espagnols, annonce que c'est la meilleure performance de tous les temps pour le véhicule électrique en Espagne. Alors on entend par véhicule électrique la famille qui regroupe les véhicules électriques purs, les rechargeables et aussi range extender, donc à extension d'autonomie. Et le véhicule le plus vendu le mois dernier, en septembre, c'est la Nissan Leaf. Bravo au groupe Renault-Nissan, donc en Espagne, avec 436 unités. On n'est pas encore sur des ventes de masse. On passe maintenant en France. Alors, ce n'est pas tout à fait la France, c'est une information PSA. Christophe Musy, le directeur après-vente et des services de PSA, a annoncé avec Auto Butler, nous voulons créer le booking.com de l'après-vente. Alors, c'est une annonce choc. Qu'est-ce qui s'est passé? PSA a racheté le comparateur danois de devis en ligne Auto Butler il y a quelques semaines et il souhaite maintenant lui donner une envergure internationale, donc en faire le booking.com de l'après-vente. C'est une information qui vous fera peut-être réagir, Philippe Buros. On verra ça tout de suite après. Tout de suite sur le mondial maintenant, il y a une actualité tous les jours, donc on vous la donne, chers internautes. Elle ne concerne pas le grand public, mais est suffisamment importante pour qu'on la développe. Le salon accueille aujourd'hui le Mondial Innovation Forum. C'est un événement qui réunit depuis 9 h ce matin 300 professionnels internationaux autour de l'innovation, des constructeurs, des responsables de l'innovation automobile, mais aussi près de 50 start-up et des investisseurs.
Bon, ce n'est donc pas un événement pour tout le monde, mais très important, fondamental pour la filière automobile qui est en profonde mutation. Le thème de ce forum, et on en parlera tout à l'heure avec vous, Jean-Luc Brossard, Moving Beyond Cars, donc se déplacer au-delà de la voiture, c'est dire combien ce Mondial 2016 est aujourd'hui le lieu où tous les acteurs conjuguent l'automobile et les nouvelles mobilités, car l'automobile, évidemment, reste plus que jamais au cœur des nouvelles mobilités. Il est temps d'échanger avec notre invité dans Good Morning Mondial. Alors nous sommes avec vous Philippe Burros, donc directeur commercial France de Renault. On peut dire que l'ambiance est au beau fixe chez Renault. La gamme est entièrement renouvelée. Vous lancez le nouveau Scénic. Il y a un nouveau Koleos aussi qui est entièrement repensé. Il y a une Zoé avec une autonomie quasiment doublée. Un bonheur d'avoir une telle gamme pour un directeur commercial? Un vrai bonheur, mais là vous avez tout dit, j'ai plus qu'à m'en aller, non? Restez quand même un petit peu. Alors c'est vrai que l'automobile est souvent un métier cyclique, et là on est en haut de cycle, on a renouvelé l'intégralité de la gamme, comme vous venez très bien de l'expliquer. Et avec Koleos qui va arriver courant d'année prochaine, on est, j'allais dire, on est au maximum. Maintenant il n'y a plus qu'à faire des résultats. Alors quels sont-ils les résultats de Renault en France au mois de septembre? Les résultats sont bons, vous avez vu, on a fait 28,4% de pénétration, on est au cumul à 26,9 de mémoire, donc 0,7 au-dessus de l'année dernière. Pour nous c'est bien, c'est à peu près ce qu'on recherche, on ne cherche pas une croissance à tout prix, on cherche une croissance avec un équilibre volume-marge qui soit cohérent avec notre stratégie. Et c'est ce que vous atteignez depuis le début de l'année? Je pense, oui. Maintenant il faut demander à mon patron. Bien, je voudrais qu'on reste un petit peu sur le stand, qu'on se centre sur le stand, parce que évidemment le stand Renault est extrêmement visité. C'est aussi le plus grand stand du mondial. Je vous propose tout de suite de visiter ensemble et en images le stand Renault. Regardez. L'histoire de Renault elle est très simple. On invite les gens à redécouvrir Renault. Redécouvrir Renault à travers ses produits. Il y a des nouveautés, mais également redécouvrir Renault dans l'expérience des visiteurs et des clients. Donc il y a un volet par exemple sur le digital, il y a un traitement d'accueil qu'on veut vraiment, comment dirais-je, le meilleur possible, ou en tout cas le plus à l'écoute possible, et tout ça avec la passion de Renault. Mais vraiment le vrai message, si je dirais, c'est redécouvrir Renault. Alors redécouvrir Renault, vous dites l'expérience client, donc on a alors 32 modèles, c'est beaucoup. On est devant une Zoé, donc ça c'est vraiment le produit phare? Alors je dirais que des véhicules de série, oui tout à fait, c'est le produit phare. Nouvelle autonomie homologuée à 400 km et c'est maintenant, c'est disponible maintenant. C'est-à-dire que l'opportunité extraordinaire qu'on a eue, c'est que le mondial est tombé pile poil au lancement commercial du véhicule. Pour les volumes de Renault, il y a le nouveau Scénic et ça c'est fondamental. Exactement, quand vous parlez de volume, la famille Scénic, c'est plus de 5 millions de ventes. Et donc cette quatrième génération, en fait, elle aborde un design qu'on trouve vraiment magnifique. Notamment, c'est ces fameuses roues de 20 pouces qui font beaucoup parler. Donc des grosses roues. Mais bonjour le prix des pneus. Non mais elles ont été réfléchies pour les frottements, elles ont été réfléchies pour la consommation. Donc tout ça, ça a été intégré dans les gènes du projet. Et je dirais, les dessinateurs l'ont dessiné à partir des roues presque. Après, ce qui le caractérise aussi, c'est ses équipements. On va retrouver Multisense, on va retrouver la tablette tactile Airlink 2. Donc on espère en tout cas que ça sera un franc succès. Mais en tout cas, c'est une voiture qui a ici en tout cas qui plaît beaucoup. Alors on est devant Trésor, un magnifique concept car, l'un des plus aboutis que Renault ait jamais fait. Exactement, en fait on veut montrer que Renault s'est innové, Renault innove, et donc sur ce concept car derrière nous, il y a beaucoup de choses qui préfigurent demain pour Renault. Dans le style à l'avant par exemple, dans l'interface homme-machine à l'intérieur avec cet écran en L, et aussi quand on dit demain, c'est les technologies, parce que par exemple ce concept car 100% électrique dispose d'un mode de conduite autonome. On a presque l'impression que c'est une réalité virtuelle ce véhicule. J'ai envie de dire que oui, mais quand on le voit, en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est de s'installer au volant, surtout quand il est ouvert. Et la meilleure façon de s'installer au volant, en fait, c'est d'offrir cette expérience-là qu'on propose sur le stand Renault, c'est de mettre les lunettes, de voir ce véhicule qui est face à vous, et là, vous êtes projeté en fait à son volant. Et donc, c'est un peu magique, c'est-à-dire qu'on est entre la réalité et le virtuel, on l'a en face de soi, mais en même temps, on roule avec. Et c'est vrai que sur un stand aujourd'hui, les gens veulent vivre des sensations et des aventures. Et là, c'est une expérience immersive qui est magnifique et qui d'ailleurs peut se faire en dehors du salon. Donc on peut vivre dans le réseau Renault lors des portes ouvertes la même expérience avec des lunettes aussi. Et là le Trésor au final, grâce au virtuel, il se retrouve dans les concessions, donc c'est magnifique. C'est magnifique effectivement ce concept car Trésor. Philippe Burros, on est presque surpris de voir qu'il a encore un volant.
Oui, mais je suis d'ailleurs surpris parce que vous avez fait tout le salon sans moi, donc on va continuer comme ça. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez essayé les lunettes de réalité virtuelle, mais On c'est n'a pas vraiment. encore eu le temps, honnêtement, hein. Ça dure 2 minutes. C'est bluffant. On va y aller juste après. On pourra pas filmer malheureusement Je la ne sais pas réalité comment vous virtuelle. faites pour Ouais, filmer à ouais. l'intérieur. Ça me paraît compliqué, mais enfin, on peut toujours essayer. Xavier Martinet, directeur marketing. Donc, on parle du nouveau Scénic, effectivement, qui a un look fabuleux. C'est vrai, il réinterprète finalement la famille des monospaces. Quel message stylistique et ensuite marketing est donné avec ce nouveau modèle? En fait, le nouveau Scénic pour nous était absolument fondamental. C'est un véhicule qu'on a vendu par millions. Il fallait le réinventer sans pour 5 autant. millions, hein, on a entendu dans le sujet. Donc il fallait le réinventer parce que finalement le segment était un petit peu en perte de vitesse par rapport à d'autres segments comme le segment des crossovers qui progressent de partout. Donc finalement, comment réinventer un véhicule sans dénaturer finalement la proposition et sans finalement décevoir les clients historiques des monospaces. Alors ça, c'est ce qu'on appelle s'immiscer dans un trou de souris. Hein. C'est compliqué. C'est ce qu'on a essayé de faire justement et finalement on est assez satisfait du résultat parce qu'on a réussi à avoir une proposition qui permettait finalement de faire évoluer fondamentalement le design du véhicule. On l'a vu. C'est un design qui est assez atypique pour un monospace. On retrouve notamment les roues de 20 pouces qui sont un élément clé du design, avec aussi des épaules assez larges du véhicule qui le positionnent extrêmement bien sur la route. On a un grand pare-brise aussi qui donne une visibilité assez sympathique au véhicule. Les carrosseries Python également qui sont très présentes. Donc un design totalement repensé pour un monospace, pour autant sans rien sacrifier de l'habitabilité et de la modularité d'un monospace. Donc vraiment essayer de concilier deux mondes pour offrir le meilleur produit à nos clients. Et il y a ces fameuses roues de 20 pouces. Alors, on a déjà vu ça, donc des flancs de pneumatiques un petit peu étroitisés et une augmentation du diamètre. Renault est le seul à faire ça, j'ai l'impression. Il y a aussi BMW sur sa gamme i, mais autrement, dans les généralistes, vous êtes le seul à faire ça. Quand on l'avait annoncé au début, on pensait que c'était un petit coup marketing et qu'on le réservait à une série limitée ou à une version haut de gamme. Vous-même, vous le pensiez, c'était un petit coup marketing pour vous au début, ça faisait partie du discours pour différencier Scénic par rapport aux autres, mais en fait, on cachait un peu notre jeu aussi parce que les 20 pouces sont disponibles sur le véhicule de série et c'est vraiment un message clé qu'on envoie. Le véhicule est différent des autres, c'est une proposition qui est totalement différente des autres véhicules sur le segment. Le véhicule a été un peu pensé à partir de ça. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on entre un élément aussi structurant que celui-là dans le design d'une voiture, il faut l'intégrer. Il ne faut pas que ça fasse, il faut pas qu'il y ait eu un manque de cohérence entre la les ligne roues et le reste. Donc ça a été un fil rouge dans la construction du véhicule, dans le design, et puis le résultat qui en sort est tout à fait épatant. Alors on aura aussi, on sait que globalement c'est un atout design, c'est également un atout pour le TCO, parce que la valeur résiduelle va s'en. Alors le TCO, on traduit en français évidemment, le coût total d'utilisation. Exactement. Voilà, parce qu'en fait la valeur résiduelle du véhicule gagnera aussi avec cet aspect visuel qu'on a sur le design. Alors vous dites gagnera, en êtes-vous bien certain? Parce que c'est des prévisions tout ça finalement. Oui, mais on a testé aussi le véhicule auprès des coteurs, auprès des loueurs et le retour est extrêmement favorable. Auprès des aussi, professionnels, donc, d'accord. Exactement, donc on est très confiant sur la proposition commerciale qu'on fait sur ce véhicule-là. Encore une fois, il y a le design, il y a la modularité intérieure, on est best in class en termes de rangement, donc on ne sacrifie absolument rien au niveau... Ça a toujours été le cas sur le Scénic. Hein. Voilà, mais on ne sacrifie dizaines rien. de compartiments pour ranger tout ce qu'on veut. Exactement, puis le tiroir Easy Life aussi que l'on retrouve en provenance de l'espace sur le Scénic. Il y a également des technologies qui sont totalement novatrices sur le segment, technologies du segment supérieur. Donc vraiment, globalement, on est extrêmement confiant sur ce véhicule qui en plus permet à Renault de proposer une sorte de triple offre sur le segment des conduites hautes du segment C, avec un nouveau Scénic 5 places, un nouveau Scénic 7 places et le 4 à côté, donc pour répondre au mieux aux attentes de nos clients. Oui, on n'a pas vu d'ailleurs, est-ce que les deux versions du Scénic sont présentes sur le stand? Oui, on a les deux. Ouais. Vous avez les deux? Oui. J'ai vu un magnifique Scénic jaune, donc ça c'est le classique. Tout à fait. Hein, voilà. Alors, le 5 places va être lancé en fait dans les jours qui viennent. On a commencé la publicité et les opérations portes ouvertes d'octobre vont être l'occasion de le présenter à tout le monde dans toute la France. Et puis après, le grand Scénic va arriver dans quelques semaines. D'ici la fin de l'année dans les concessions. D'ici la fin de l'année dans les concessions. Bon. On va passer un petit peu à l'électrique parce que il y a quelques années, il y a 2 éditions du mondial, Renault avait un gros emplacement pour les véhicules électriques avec plusieurs véhicules qui étaient présentés, enfin avec toute la gamme en réalité. Hein. Donc il y avait, alors j'essaie de me souvenir, le Fluence Z2, le Kangoo Z2, la Zoé et il y a peut-être un quatrième, mais le Twizy. La Twizy bien sûr. Que n'avais-je oublié la Twizy? Cette année, vous focalisez tout sur la Zoé. Pour quelle raison exactement? Philippe Buros. On va dire c'est l'événement de l'année, je pense, dans l'automobile, au moins en France, parce qu'on annonce une Zoé à plus de 400 km d'autonomie à NEDC.
Ce qui est une révolution, ça veut dire qu'on a doublé l'autonomie. Quand on a interrogé les clients pendant des années, depuis qu'on avait lancé Zoé, c'était quel est le frein finalement au passage à l'électrique? Ah ben quand vous aurez doublé l'autonomie, on va y aller. Bah écoutez, c'est fait. Maintenant, on les attend. Vous les attendez? Ils sont pas là? On les attend. Ça fait 4 jours qu'ils sont là, mais si ça pouvait durer un peu, ça serait plutôt sympa. Faudrait faire le mondial toute l'année finalement. C'est un peu fatigant. C'est chez quand les même. concessionnaires. C'est un peu fatigant quand même. Et puis nous, on travaille quand même beaucoup avec un réseau. Ouais, absolument, beaucoup avec un réseau. Justement, Renault, premier réseau de France, donc je ne sais plus, 4000 points de vente entre les concessionnaires et les agents? Oui, c'est ça, 450, 480 points de vente primaires, 3500 agents. Alors un primaire, réseau c'est les concessionnaires. Hein. concessionnaire succursale. Voilà. Et le reste, c'est les agents. C'est le réseau le plus capillaire de France. C'est-à-dire que vous avez un peu un Renault partout. On appelait les agents Renault les voisins utiles dans le passé, hein, c'est toujours le cas. C'est tout à fait ça, une mairie, une église, un Renault. Une mairie, une église, un agent Renault. Oui. Puis un agent d'assurance, hein, dont on ne citera pas la marque. La Zoé sera-t-elle présente, déployée dans le réseau des concessionnaires rapidement? Disponible, visible? Oui, bien sûr. J'imagine qu'il faut que vous vous donniez les moyens de la diffuser. Tout à fait, livraison à partir du mois de décembre, donc c'est tout de suite. On a ouvert les commandes ce week-end. Oui. Pour l'instant, bon accueil au niveau du mondial. Après, il faut attendre une campagne de pub qui va démarrer dans les jours qui viennent. Pour le moment, c'est scénique, hein, on a vu, hein, c'est du matraquage là. Oui, alors ça, vous mettez le doigt sur un problème qui est un peu nouveau pour nous, mais vous savez, on dit c'est problème de riche à un moment donné. On est habitué à faire un lancement par an. Maintenant, on est plutôt sur 4 ou 5 lancements, donc on est obligé d'espacer un petit peu les choses. Bien sûr, bien sûr. Xavier Martinet, est-ce qu'on peut essayer Zoé sur le mondial? Il y a un centre d'essai véhicules électriques au mondial. Par contre, on essaye encore les versions actuelles. Oui. De toute la façon, version on va pas faire 400 autonomie km 400 km NEDC va arriver d'ici décembre, comme le disait Philippe, dans les concessions. Donc on pourra l'essayer à ce moment-là. Ouais. J'insiste quand même sur le stand. Vous avez Twizy également. Hein. Après, Oui, il y a une petite Twizy, on l'a vu. C'est un salon VP, donc on est resté sur Twizy et Zoé. Le Kangoo Z2 reste en fait un best-seller dans sa catégorie également. Alors on va rester toujours sur l'univers Renault pendant ce mondial. Donc vous avez choisi de faire découvrir ou redécouvrir Renault aux visiteurs, donc avec des journées à thème. Alors aujourd'hui, 5 octobre, hein, c'est le mercredi de l'innovation, puisque on est en écho avec le Mondial Innovation Forum. C'est une occasion unique de rencontrer et d'échanger avec des ingénieurs et des experts. Racontez-nous, Xavier Martinet. En fait, en France, tout le monde connaît Renault ou tout le monde croit connaître Renault. Et en fait, Renault a beaucoup changé depuis quelques années avec des nouveaux produits, une nouvelle gamme totalement renouvelée, avec également des nouvelles technologies, un nouveau design. On sait que le design, en fait, était une raison numéro 3 d'achat il y a 4 ans et en fait, c'est redevenu depuis 2014 la raison numéro 1 d'achat pour Renault. Donc on veut vraiment faire redécouvrir toute notre gamme, tout notre savoir-faire à nos clients et aux visiteurs du mondial. Donc effectivement, on a installé un stand sur la technologie et l'innovation avec des experts qui peuvent effectivement répondre à toutes les questions. On a tout type de visiteurs au mondial, des gens qui cherchent des réponses extrêmement génériques sur des technologies pour comprendre en gros les grands bénéfices clients. Puis il y a des gens qui sont beaucoup plus exigeants en termes de compréhension, savoir effectivement comment ça marche, qu'est-ce que ça fait concrètement dans cette situation, qu'est-ce que ça donne. Donc effectivement, on a fait venir des ingénieurs et des experts pour pouvoir répondre à tout type de questions. On a une présentation sur le véhicule électrique, par exemple, pour expliquer comment ça fonctionne. On a une explication sur le multisense également, ce qui permet de personnaliser. Le multisense, le fort control également, qui a besoin d'être encore expliqué. Tout à fait. Et si on revient au multisense, par exemple, il y a une dizaine de réglages dans chaque voiture. Donc c'est pas simplement un gadget par rapport à l'ambiance que vous retrouvez dans la voiture, mais vous pouvez effectivement paramétrer une dizaine de réglages. Et puis il y a toute la connectivité et le multimédia qui forment les points d'interrogation finalement des clients, mais même en concession. Ça devient compliqué la mise en main d'une voiture, Philippe Buros, aujourd'hui? Alors, je dirais pas compliqué. Si vous voulez vraiment si vous voulez vraiment mettre une voiture en main aujourd'hui, il vous faut 45 minutes. Et vous avez beaucoup de clients qui n'acceptent pas de passer 45 minutes, qui disent attendez, moi je conduis depuis 30 ans, vous me donnez les clés et puis j'y vais. Et c'est vrai qu'il faut passer un peu de temps. Renault, vous avez beaucoup. oui, mais Renault Watt, vous avez beaucoup d'aide à la conduite aujourd'hui. Et c'est vrai que, moi le premier, il faut y passer un petit peu de temps. Alors c'est plus ou moins intuitif, mais il faut y passer du temps. Et ça, c'est un des vrais enjeux, je pense, avec la connectivité des années à venir. Comment évolue la mise en main justement? Est-ce que vous pensez à remettre aux clients, je ne sais pas, une clé USB ou un lien vers le site de la voiture en question pour qu'ils puissent se former à la voiture, à toutes ses fonctionnalités? Vous mettez le point sans doute sur ce qui va se passer. Il y a un certain nombre de tutoriels qui sont faits aujourd'hui, un petit peu sur la base de ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Après, je pense que dans quelques années, il faudra le redescendre sur la voiture et faire, je ne vais pas dire de la formation continue, mais de temps en temps des petits flashs
sur ça sert à ça, ça sert à ça, parce que c'est pas aussi intuitif que ça par moment. Absolument, absolument. Xavier On a Martinet. développé en fait des vidéos qui permettent d'expliciter le fonctionnement de chaque ADAS, aide à la conduite dans les véhicules. C'est disponible sur le site, c'est disponible sur YouTube. Parce qu'effectivement, au moment de la livraison, les clients ne sont pas prêts à entendre tous les détails. En plus, souvent, Ils sont entendre... impatients d'aller conduire Oui, leur puis, voiture. tout à fait. Puis entendre une description d'une fonctionnalité, Eh oui. ça ne vaut pas l'expérience quand on Ouais. est dedans Alors, c'est vrai et ce que vous finalement dites. on est face à la situation. C'est vrai ce que vous dites, mais justement, c'est un débat au sein des constructeurs, c'est-à-dire faut-il mettre un Genius Product dans un magasin, dans un showroom, pour expliquer pendant 1 heure ou 2 aux clients, ou bien faut-il remettre la documentation? Alors le choix des Genius Product, il a par exemple été fait par BMW. Le choix d'aller vers les tutoriels, c'est celui de PSA. Quel est celui plutôt celui de Renault? Alors nous, on va balancer, c'est les tutoriels pour l'instant, mais Ouais. on essaiera les Genius aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer, pas jusqu'à l'acte de vente, mais je pense que ça permet aussi de libérer un petit peu de temps aux vendeurs pour mieux terminer après. Mais on fera probablement un test. D'accord. Alors, toujours pour les événements sur le stand Renault, cet après-midi, ça sera différent. Le rugby, avec la visite de toute l'équipe du Stade français. Alors, je dis ça pour les fans de rugby, rendez-vous sur le stand Renault, ça va bouger. Au programme demain, jeudi 6 octobre, le groupe Renault recrute. Ça, c'est la journée thématique de demain. Vous allez surfer avec la concomitance du Forum Paris Emploi, qui est le plus grand événement pour l'emploi, notamment des jeunes en Ile-de-France et peut-être même en France. Ça sera sur la place de la Concorde. Je parle du Forum Paris Emploi, évidemment. Et chez Renault aussi, vous allez proposer donc des échanges entre les candidats qui pourront rencontrer une quinzaine de chargés de recrutement. Le jour suivant, vendredi 7, c'est le véhicule électrique, avec des experts Renault dédiés aux véhicules électriques. Le jeudi 13, je vous invite sur le stand Renault à venir rencontrer Lorenz Vandenacker, le designer, elle n'est pas mythique parce qu'on ne starifie pas les designers aujourd'hui, et ses baskets qui doivent être probablement connectées maintenant, j'imagine. Elles sont pas mal, j'avoue qu'il a une certaine collection. Vous avez oublié, demain on tente aussi un exploit, on délocalise une émission complète de Radio FG sur le stand. Ah, c'est vrai, oui, 17 tout à fait. 18h jusqu'à 20h. Fin d'après-midi. Ça va être, je pense que ça va bouger. Ça va bouger, ça va danser sur le stand Renault. C'est vraiment une bonne initiative, effectivement. Et puis le dernier jour du salon, enfin, c'est pas le dernier jour du salon, c'est vendredi 14, le dernier jour ouvrable. Le salon, c'est jusqu'au 16 inclus, surtout. Renault, 115 ans de passion pour la compétition automobile, et on aura plein de pilotes qui vont venir sur le stand Renault. Alors c'est une logistique énorme, ce stand Renault, vous commencez à vous en douter, chers internautes, et nous avons justement demandé à Julien Côte-Verte de nous dévoiler certains petits secrets de fabrication de ce stand. Regardez. On a presque 600 personnes qui ont travaillé sur ce projet-là. Actuellement, c'est plutôt 450-500. Il y en a qui ont travaillé en amont. Mais en fait, vous avez plein de métiers. C'est la magie d'un événement comme celui-là, le temple de l'automobile. Vous avez bien sûr les autotests. Chez Renault, c'est à peu près 150 en effectif. Des forces de vente, une soixantaine de personnes. Mais si vous ajoutez le management, les équipes de financement ou de l'assurance, vous êtes à 120 personnes. Et il y a le commerce aussi, parce qu'on prend des commandes sur le mondial. Exactement. Donc en fait, il y a toute cette partie commerce qui est bien présente. Et puis après, il y a plein de petits métiers qu'on ne voit pas. On a des magiciens, des préparateurs qui pichonnent les voitures, qui fait que quand les visiteurs viendront le dimanche 16 à la fermeture, 5 minutes avant, les voitures seront encore nickel. On a un secret déjà, c'est que toutes les voitures sont doublées. Donc déjà, c'est-à-dire que c'est vraiment, on a un gros problème quelconque, peu importe la raison, on sait changer la voiture. Ensuite, on a des pièces dites sensibles qu'on sait changer. Donc il y a des pièces sensibles qui sont en 3, 4, 5, 6 exemplaires. Les voitures sont checkées tout le temps en permanence. Là, à l'heure où je vous parle, il y en a qui le font, mais ils le font de manière... invisible. Exactement, c'est ça qui est extraordinaire, ils le font de manière invisible. Ils réalignent les voitures et quand c'est des grosses réparations, c'est fait le soir. Magnifique. Tour de magie. C'est pas de l'amateurisme. Non, c'est du professionnalisme. Je voudrais terminer avec vous, Philippe Buros, sur la question du prix des voitures neuves, ce qui nous permettra d'échanger aussi avec vous, Xavier Chimitz, l'Argus de l'automobile. Vous avez déclaré au début du mondial que le prix moyen de vos voitures neuves atteignait 18 000 €. Alors, est-ce que c'est hors taxe ou TTC déjà? Hors taxe. Hors taxe, donc ça fait 22 000 TTC à peu près. Ouais. En hausse de 25% en 3 ans. Oui. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les clients? Qu'est-ce que ça Alors, veut dire derrière? On imagine que c'est pas les difficile voitures qui ont augmenté de Non, 25%. pas du tout. C'est Chrono s'est réinstallé dans des segments plus hauts, avec Kadjar, Mégane, Talisman, Espace. On est passé, on faisait beaucoup de segments AB, on est monté vers le CDE.
et vers les crossovers. Donc, Alors CDE, tout ça Compact, berline, grande berline et voilà, grande berline, et monospace, Estate, etc. C'est monospace. ça. Et ce qui fait qu'on vend un peu plus dans le moyen haut de gamme que hier. Donc ça a rééchelonné. Mais non, vous avez aujourd'hui les prix dans l'automobile sont à peu près flat d'une année sur l'autre. Voilà, c'est ça. Les prix moyens d'une Renault vendue entre l'année dernière et cette année n'ont pas bougé. Vous savez, quand ça bouge d'1%, c'est beaucoup déjà. C'est déjà beaucoup, effectivement. Voilà. Ça nous permet maintenant d'aborder le prix de la voiture neuve moyenne en France. Quelle somme dépensez-vous pour acheter une voiture neuve? C'est tout de suite dans l'écho. Xavier Chimitz, donc vous êtes depuis 10 ans l'homme qui réalise le hors-série de l'Argus de l'automobile intitulé Le prix moyen des voitures neuves. Enfin, c'est pas seulement ça, c'est un hors-série statistique. Et dans ce hors-série, il y a ce dossier. Alors, vous êtes un journaliste chevronné, vous connaissez tout sur les produits et vous, je dirais, vous calculez un nombre incommensurable de statistiques pour arriver au prix de la voiture neuve moyenne. C'est une vraie tradition à l'Argus d'ailleurs, ça fait très longtemps que l'Argus le fait. Alors la question, combien ont dépensé en 2015 les Français pour acheter une voiture neuve en moyenne? Très exactement, ils ont dépensé 25 106 euros. Ce qui est déjà une somme. Alors là, on parle en TTC, donc TTC, ça c'est absolument. pour monsieur tout le monde. Donc c'est pour une voiture neuve, je le rappelle. Ça paraît très cher d'ailleurs. Ce qui est ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt l'évolution de ce prix. Oui. Et l'évolution de ce prix, c'est une hausse constante. C'était donc 1 100 euros de plus qu'en 2014. Et sur les 5 dernières années, on arrive à une augmentation de plus de 5 000 euros. Donc ça fait 27% en plus en 5 ans, dans une période où l'inflation, je le rappelle, est restée quasi nulle. Quelles en sont les raisons précises alors de cette hausse? Est-ce qu'on n'a pas cette histoire de montée en gamme finalement? Oui, absolument. Il y a d'abord l'enrichissement technique des véhicules eux-mêmes par l'équipement, et il y a aussi une montée en gamme qui fait que les gens, par exemple, pour rester chez Renault, les gens qui achetaient autrefois une berline comme une Mégane sont ensuite passés à un monospace qui est le Scénic, toujours sur base Mégane. Enfin, c'est le même gabarit en taille, c'est les mêmes moteurs, et maintenant sont aussi tentés de passer sur Kadjar, qui est un SUV ou un crossover, peu importe le nom. Donc il y a cette translation du public qui reste à gabarit à taille égale des véhicules un peu plus hauts, plus gros et donc plus cher, ce qui évidemment renchérit le prix de la voiture moyenne de France que l'Argus calcule depuis 1953. Depuis 1953. Et l'Argus existe depuis 1927, on peut le préciser également. Oui. Si on rentre dans les familles automobiles, la plus frappante, c'est celle des SUV, qui, elles, alors, les prix ont bondi. Oui, enfin, c'est pas les prix, oui. Enfin, quand on regarde les prix, ce qui est très intéressant, moi, c'est ce qui m'a sidéré, parce qu'on pourrait penser intuitivement, ça a été le cas il y a quelques années. On a dit l'automobile, c'est la fracture sociale, c'était très à la mode à l'époque. Les gens qui ont de l'argent, malgré la crise économique, achètent de plus en plus cher. Et c'est ça qui fait monter le prix de la voiture moyenne. Alors c'est une thèse qui est agréable parce qu'elle est simple et puis elle désigne entre guillemets des coupables, c'est les gens qui profitent un peu de la crise, qui achètent. Et en fait elle est complètement fausse. En fait, on s'aperçoit que quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, donc quel que soit le segment des automobiles, les prix augmentent de manière quasi constante d'année en année. Ouais. Même chez les petits véhicules comme les citadines ou les polyvalentes, ça monte de 5%. C'est-à-dire que si on vous suit bien, on essaie de comprendre. Hein, on vend un petit peu moins de voitures qu'il y a 10 ans en France. 200 000 de moins globalement. Oui. Alors on a eu les phénomènes de prime à la casse évidemment qui avaient dopé aussi, mais on en vend 10% de moins, mais par contre les gens mettent un peu plus d'argent dans leur automobile. Oui, je crois, en fait, on s'aperçoit, l'automobile est quand même le reflet de la société. Moi, c'est pour ça que j'apprécie autant de regarder ces évolutions. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un petit peu de France. Il y a les gens qui ont 1 ou 2 emplois dans un couple qui est pérenne. Ils n'ont pas d'inquiétude et ils peuvent aujourd'hui, comme les taux d'intérêt sont bas, emprunter et acheter une voiture. Le financement automobile se porte extrêmement bien, Philippe Burrows d'ailleurs. C'est pas cher. Donc effectivement, ça facilite et l'accès à l'automobile et ce que j'appelais un peu tout à l'heure la montée en gamme. C'est ça, voilà. Donc ces gens-là achètent des voitures et de l'autre côté, il y a des gens, c'est les conditions inverses, ils n'ont pas d'emploi pérenne, voire pas d'emploi du tout. Donc ils n'achètent pas de voitures. Donc les constructeurs, le marché français, c'est moins de voitures qu'avant, mais des voitures plus chères, ce qui à mon sens ne dérange pas les constructeurs, parce que le chiffre d'affaires, eux, c'est ce qui importe à un constructeur. Bien sûr. Lui, il augmente, donc tout va bien. Et puis la montée en gamme, ça fait des marges aussi peut-être, Philippe Burrows. Normalement, oui, ça doit et quand vous avez une montée en gamme avec des véhicules plus importants, ça fait aussi plus de roulage, donc ça fait plus de chiffre d'affaires après-vente, donc il y a une sorte de cercle vertueux. C'est ça. Alors
On parlait des SUV, donc les prix ont véritablement bondi, mais alors ça c'est dû à l'élargissement de l'offre considérable. Oui, absolument. Il y a une translation. Enfin, les SUV, le marché l'an dernier a augmenté en France de 7%, ce qui était un beau résultat. Et on voit que les petits SUV, eux, ont monté de mémoire, je crois que c'était 27%. Les grands SUV de luxe ont monté de 37%. Les SUV compacts ont monté de 10%. Donc les SUV progressent beaucoup plus vite que le marché. Donc il y a bien une translation du public qui va vers les SUV, qui sont des véhicules plaisir. Je le répète, c'est des véhicules, c'est un choix en utilité réelle. Un SUV n'apporte pas beaucoup plus qu'un monospace ou qu'une berline, mais les gens ont envie d'un SUV pour leur plaisir, tant mieux, ils y vont, et ça fait monter le prix de la voiture moyenne de France. Le plaisir existe toujours, et ça c'est tout le travail des constructeurs comme Renault, avec des designers de talent et avec des propositions totalement adaptées aux clients, effectivement. On termine simplement avec une interrogation, les grands monospaces. Moi, je pensais que les prix s'effondreraient parce que ces véhicules, globalement, sont peu nombreux, se vendent moins. Mais Renault nous démentira tout de suite avec l'espace qui se vend dans les finitions hautes et à des professionnels plus qu'à des particuliers. Oui, c'est toujours quand même un segment qui est entre guillemets plus flotte que particulier, pour toutes les bonnes raisons que vous pouvez imaginer. Et c'est vrai que la surprise pour nous, aujourd'hui, on fait 70% des volumes dans ce qu'on pourrait appeler les finitions hautes, ce qui est nouveau, ce qui prouve qu'on est à la fois bien placé en prix et que le produit plaît. Donc au global, le segment des grands monospaces augmente aussi fortement en prix. Je crois que c'est plus 12. Plus oui, 12%. Mais là le poids de l'espace est tellement fort dans ce marché que c'est vraiment l'espace qui fait le marché. Alors effectivement, les prix ont beaucoup augmenté parce que l'espace est nouveau, arrive avec technologie nouvelle, mais il faut reconnaître qu'il est compensé par une baisse du malus. Le malus moyen a été le malus a baissé de 1950 €. Parce que le nouvel espace est beaucoup plus sobre que le dernier. Donc finalement, pour le client, c'est quasiment neutre, puisque l'augmentation du prix facial est compensée par la baisse du malus. Voilà, donc, et on rappelle effectivement le prix moyen de la voiture neuve, 25 108. Alors ça, c'est tout confondu. Merci beaucoup Xavier Simitz pour ces précisions. Alors bien entendu, il y a aussi le contenu technologique qui est très fort dans les véhicules aujourd'hui. Il justifie bien sûr que nos autos soient un peu plus chères, mais ce n'est pas fini, car il faut rivaliser d'imagination pour toutes les technos utiles. Pour par exemple moins consommer, on découvre tout de suite comment justement les constructeurs et les équipementiers travaillent de concert pour rendre les autos frugales. C'est dans Équipement. Jean-Luc Brossard, directeur recherche et développement à la PFA filière automobile et mobilité. Comme le grand public ne connaît pas votre organisation, il faut la présenter en quelques mots. Est-ce que c'est le creuset de l'innovation pour les constructeurs et les équipementiers français? C'est entre autres le creuset de l'innovation pour des sujets qui sont non concurrentiels. Mais avant tout, en fait, la filière automobile représente en fait 4000 sociétés, 500 000 emplois. Et l'objectif, en fait, est de faire grandir ensemble et de faire progresser en fait toute cette industrie de telle façon à être beaucoup plus compétitif au niveau mondial. Donc pour cela, on définit des priorités. Bien sûr, notre tête de filière, ce qu'on appelle la tête de filière, c'est d'abord les deux constructeurs, Renault et PSA, les équipementiers. Valeo, Faurecia, Plastic Omnium, Michelin. Mais il ne faut pas oublier le tissu industriel avec plus de 4000 ETI et PME dans notre société. Il y a de l'emploi industriel automobile en France, il faut le souligner, il y en a même beaucoup. Vous travaillez sur 3 chantiers principaux, le véhicule frugal, le véhicule sécure et le véhicule autonome. Alors je voudrais vraiment qu'on s'intéresse au véhicule frugal parce qu'on ne pourra pas tout dire ce matin. Oui, alors, tout à fait. Donc ce qui est important, c'est qu'on doit répondre à des tendances sociétales. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a du changement climatique et donc il faut en prendre en compte. Il y a de l'urbanisation, il y a du vieillissement de la population et il y a l'apparition de nouvelles technologies qui nous permettent en fait de répondre en fait à des usages qui apparaissent. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 grosses tendances. Véhicule frugal, en fait, je dirais plutôt véhicule économe et abordable. Parce que ce qui est important, c'est que c'est vrai que les prix de vente ont monté, mais les gens... C'est une notion très importante, ça. C'est-à-dire qu'un constructeur, son boulot, c'est de rendre les technologies abordables avec ses partenaires équipementiers. Oui, d'autant plus un constructeur français qui est beaucoup plus généraliste, en fait. Et si on veut s'attaquer à un nombre de personnes et répondre aux attentes des clients qui sont nombreux, il faut que ça soit accessible. Et donc il faut que la baisse de consommation, la baisse des émissions qui est fondamentale, la qualité de l'air qu'on doit apporter dans nos villes, soit aussi pour le client quelque chose qui soit accessible et donc à des prix raisonnables. La baisse des émissions qui est réglementée par les directives européennes. C'est tiré énormément par la réglementation. Voilà, c'est ça. Alors, comment les constructeurs et les équipementiers travaillent à rendre les autos beaucoup moins gourmandes en carburant ?
Alors, de toute façon, donc on a mis un certain nombre de travaux en commun, donc de collaboration, sur des sujets qui sont non concurrentiels. Pour baisser la consommation et les émissions, les sujets les plus importants, c'est travailler d'abord sur la chaîne de traction, c'est-à-dire le moteur, la boîte de vitesse. Ouais. On voit il va apparaître de plus en plus de véhicules électrifiés. Alors, électrifié, c'est pas électrique. Hein. Non, électrifié, Voilà. c'est pas électrique. C'est des moteurs C'est-à-dire- thermiques auxquels on ajoute des Voilà, boosters. en quelque Exactement. sorte. Donc en fait, quand je dis des véhicules électrifiés ou des motorisations électrifiées, bien sûr, il y aura du full électrique, mais ça ne sera pas la majorité des clients qui achèteront ce type de véhicule. Il y aura des hybrides rechargeables et puis des hybrides de plus petite dimension, mais qui seront beaucoup plus accessibles et qui donc permettent, comme on l'a vu sur le stand Renault avec la Scénic, C'est qui ça. permettent de baisser la consommation pour une masse de véhicules plus importante, mais avec moins de batteries qui sont encore des éléments très chers. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième, très rapidement, hein, c'est l'allègement. On a déjà vu, hein, effectivement, chez Renault comme chez PSA et d'autres, gagner 150 à 200 kilos sur les Voilà, dernières donc générations de on doit véhicules. travailler sur les rendements des véhicules. Et donc le rendement des véhicules, c'est l'aérodynamique, la résistance au roulement et l'allègement en particulier. Donc sur l'allègement, une baisse de masse importante qui doit être apportée. Alors ça veut dire quoi? On utilise le carbone, Voilà, des fibres donc composites? globalement, aujourd'hui, on a à peu près 5% d'aluminium, très peu de carbone, mais on voit très bien que dans la prochaine décennie, on va passer à 10 voire 15% d'aluminium, un peu plus de carbone. Il commence à apparaître en fait des pièces de structure en carbone, et donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc il est important d'alléger nos voitures et de baisser. Donc depuis 1970, on a augmenté de 150 kg à peu près chaque voiture à chaque renouvellement Eh oui. tous les 10 ans. On arrivait à une compacte d'une tonne 5 Voilà. quasiment. Depuis 2010, c'est pas tout à fait le cas. On l'a vu On est avec, reparti à l'envers depuis voilà, 2010. depuis hein. 2010, la nouvelle 308 est 140 kg plus légère que l'ancienne. Ouais. La nouvelle espace, dans certaines versions, peut atteindre 200 kg de moins. C'est ça. Euh, Et donc- la prochaine génération, est-ce qu'on doit gagner encore 150 Alors, kilos? le problème, c'est ça, c'est qu'on on a une première étape qui est de respecter la norme européenne. Donc la norme européenne, on nous demande d'atteindre 95 grammes donc en consommation D'émissions. moyenne. Donc ça veut dire obligatoirement. Donc Alléger l'allègement de fait partie du C'est travail. ça, c'est ça, c'est ça. L'allègement est toujours vertueux, fait permettre de gagner un certain nombre de grammes de CO2. Un exemple à peu près avec le nouveau cycle WLTP, parce que je ne parle plus en NEDC, mais avec le nouveau cycle Ah oui, un nouveau cycle d'homologation des consommations des pour véhicules. rapprocher la consommation des véhicules homologués de celle de la consommation d'usage de nos clients. Et donc ça veut dire qu'il Et donc, faudra, il faut il un- sera pour- plus sévère ce cycle, et donc sera il faut beaucoup plus vraiment aller. sévère et plus réaliste surtout. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Brossard. On vous laisse retourner à vos obligations au Mondial Innovation Forum. L'automobile entre de plein pied dans les nouvelles mobilités. En voici un exemple tout de suite. C'est dans la conso. Toujours en direct dans Good Morning Mondial, nous accueillons maintenant sur notre plateau, toujours autour de Renault, Oscar Boré, Rent-A-Car. Bonjour. Rent-A-Car, c'est une enseigne qu'on connaît bien en France. Vous êtes le responsable du Startup Studio et vous avez mitonné une nouvelle formule de location. On va en parler tout de suite après. On accueille également Daniel Roy. Bonjour Emmanuel. Bonjour Daniel, IMA Technologies. Vous nous direz tout à l'heure comment on fait pour diagnostiquer les voitures à distance. Avec Ça, grand c'est un plaisir. truc absolument passionnant. Alors, on commence tout de suite avec vous, Oscar Boré. Dans les hypermarchés, on a des drives. Et bien, chez Rent-A-Car, on va avoir un drive aussi. Racontez-nous. Exactement. Alors vous le savez, aujourd'hui, le monde de la mobilité et de la location est en pleine révolution. Donc il faut faire face à ces enjeux. Chez Rent-A-Car, il y a 3 enjeux. C'est comment définir quels sont les business de demain. Deuxième enjeu, comment acquérir des nouveaux talents et des nouvelles compétences pour développer ces nouvelles solutions. Et enfin, troisième enjeu, comment financer ces nouvelles Alors solutions. ça, c'est le Startup Studio que vous décrivez. hein. Exactement. Mais c'est Au marrant. sein du Startup Studio. Ouais, ouais. Parce que Rent-A-Car, c'est quand même un métier très traditionnel. On a l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, vous louez des voitures finalement dans des lieux fermés, avec une clôture, une agence. Tout ça, c'est en train de changer fondamentalement. Ah oui, Avec ça- les nouvelles mobilités, avec Blablacar et autres, ils sont en train de vous grignoter, donc il faut vous transformer. Évidemment, exactement. Et c'est pour ça qu'on a créé le Startup Studio et c'est pour ça qu'on développe des nouveaux services. Donc, le premier service qu'on a développé au sein de Rent-A-Car, c'est dont vous parliez précédemment, c'est le véhicule en libre service. Alors le drive, ça veut dire quoi? Le Ça veut drive. dire qu'on loue la voiture 24 sur 24 et 7 sur 7? Exactement. Ouais. Ça veut dire qu'on peut prendre la voiture 24 sur 24, 7 sur 7. On n'a plus besoin de passer par une agence de location Ouais. pour louer son véhicule. Comment ça marche? Il y a une application
application sur téléphone mobile? C'est une application sur téléphone mobile qu'on peut D'accord. télécharger et qui va nous permettre directement de rentrer ses informations personnelles, de faire une photo de son permis de conduire, de donner son dépôt de garantie et d'ouvrir le véhicule. Les D'accord. clés vont être ensuite à l'intérieur du véhicule, on peut partir avec le véhicule. Techniquement, quels ont été les changements dans tous vos magasins? D'abord, combien y a-t-il d'agences Rent-A-Car en France? Alors chez Rent-A-Car, nous avons 400 points de vente en France. 400. Donc ça veut dire 400 fois modifier la clôture d'accès, quoi. Hein. Et Alors, voilà, je un caricature. petit peu, c'est ça, oui, entre guillemets. Ouais, ouais. Il a fallu surtout, le gros changement, c'est l'évolution de la façon de travailler. C'est des ça, agents. parce que ça change, ça, effectivement. Vous Évidemment. recevez évidemment. une réservation via une application, ça rentre dans le système d'information. Il faut checker en Exactement. permanence. Il faut valider le permis a posteriori. D'accord. Et donc et le dépôt de garantie a posteriori. C'est Ouais. donc Ah oui. une évolution radicale de la façon de louer des voitures, et notamment l'état des lieux. Donner au client la possibilité de faire lui-même l'état des lieux, quand pendant des années et des années, on a été habitué à faire les états des lieux soi-même avec les clients, Bien sûr. c'est évidemment une évolution majeure. Enfin, cela dit, quand on va chez les grands loueurs internationaux, l'état des lieux, c'est nous qui le faisons. Hein. Faut pas, pas au c'est retour. sûr. Hein. Ça, au retour, ils vous mettent des experts. Il n'y a pas de souci. Mais à l'aller, voilà. Donc, on peut aller vers la confiance, vers faire confiance au client finalement pour qu'il fasse lui-même cet acte d'état des lieux, entrée-sortie. Ah oui. Ah C'est oui, ce oui. qui se passe avec Zipcar, hein, je crois. Exactement. Ouais. Zipcar ne fait quasiment plus d'état des lieux. C'est C'est-à-dire ça. qu'il laisse au client la possibilité de déclarer des dégâts s'il le souhaite. Quels sont les usages du drive aujourd'hui? Vous avez déjà un petit peu des statistiques, des retours. Qui loue en drive? Alors, aujourd'hui, nous avons deux types de clientèle qui vont utiliser le drive. Nous avons donc les particuliers qui veulent utiliser un véhicule pour partir en week-end, principalement. Donc ils viennent le chercher le vendredi soir à Ils viennent le 22h, par exemple. Exactement, ils Ouais. viennent le chercher vendredi soir à 22h. Idéalement, nous aimerions pouvoir proposer ces services même en livraison aux clients qui veulent partir en week-end. Ensuite, nous avons toutes les TPE et les PME qui vont Mhm. vouloir prendre par Mhm. exemple une camionnette pour partir, pour commencer un chantier à 6h du matin. Ouais. Et enfin, nous avons aussi une troisième partie, ce sont les assisteurs à qui nous pouvons Eh oui, bien proposer sûr. des solutions Bien pour sûr. améliorer l'expérience de location. Eh oui, effectivement, parce que quand on a un accident, qu'on a besoin d'une voiture, c'est pas forcément à l'heure où les agences sont Et- ouvertes. Et donc ça, c'est très utile, effectivement. Ça, c'est le drive de Rent-A-Car. Mais Philippe Bureau, c'est Xavier Martinet. Mon petit doigt me dit que vous êtes à 2 doigts d'y aller aussi chez Renault. Non, on n'est pas à 2 doigts, on y est. On y est puisque dans la mobilité, enfin, Déjà selon nous, vous avez 3 voies principalement. Je simplifie vraiment parce que je pense qu'on peut tous donner une définition différente. Il y a les grandes entreprises qui ont un intérêt à ce qu'on pourrait appeler le car sharing, tout bêtement pour diminuer le nombre de voitures dans la Le flotte. car sharing, en 2 mots, oui. Oui, pardon, excusez-moi. Et qui permet également peut-être de pouvoir la louer le samedi et le dimanche à des employés, de réduire comme ça le coût de fonctionnement du parc. Ouais. Ensuite, on a tout l'aspect, on va dire, collectivité locale, puisqu'on essaye quand même de pousser un peu les voitures à l'extérieur des villes quand même. Et les collectivités locales doivent laisser un service de mobilité à leurs usagers. Donc l'idée, c'est de mettre des voitures un peu comme Autolib, donc vous pouvez vous servir assez rapidement. Et le troisième, on va dans la même voie, puisque Renault Rent va être également en mobilité l'année prochaine, alors avec un service technique, je ne vais pas dire un petit peu plus élaboré, mais on va dire différent, qui est Oui. que vous pouvez tout faire à partir du smartphone grâce soit à un boîtier installé dans la voiture, soit à ce qu'on appelle chez Renault Air Access, qui est on va dire une appli dans la voiture, pour faire dans le simple. C'est-à-dire vous allez sur Internet, vous réservez votre voiture, vous arrivez sur le parc, vous l'ouvrez avec le smartphone, vous faites ce que vous avez à faire avec la voiture, vous la refermez avec le smartphone, vous faites bien entendu le constat à l'entrée et à la sortie, et vous recevez votre facture directement sur Internet. Alors c'est dispo pour les particuliers dès maintenant ou Ça va être peut-être un déployé petit peu dans plus les tard? entreprises sur le dernier trimestre, quadrimestre de cette année, et ça va être mis en place chez Renault Rent au fil de l'année prochaine. Voilà, donc on voit bien effectivement toutes ces évolutions. Alors on est un petit peu en retard sur la fin de notre émission, donc on ne peut pas aller tellement plus loin. On invite tous les internautes à aller sur le site Rent-A-Car pour voir le drive, c'est écrit en gros sur la page d'accueil, et à se rapprocher de Renault.fr ou du concessionnaire Et Renault. d'ailleurs, on de a l'agence Renault Rent. on a déjà un site pilote à la Défense où vous pouvez fonctionner comme ça. Pour effectivement découvrir ces nouveaux services de location. Quand on vous dit que l'automobile bouge très très vite, qu'elle est finalement boostée par toutes ces nouvelles formes de mobilité, ben, on en a la preuve avec vous, messieurs. Merci beaucoup pour vos témoignages. On passe tout de suite aux pros. Je cours après le temps.
Avec vous, Daniel Roy, directeur du pôle automobile et technologie de l'information chez IMA Technologies. Oui. Merci d'être sur la télé du Mondial. C'est un grand plaisir. C'est vraiment très intéressant de vous entendre parler du diagnostic à distance. Parce que ça, c'est quelque chose que le grand public ne connaît pas, que vous ne connaissez pas, dont vous vous doutez peut-être, chers internautes, parce que vous avez tous un ordinateur, que vous savez que le diagnostic de panne peut se faire à distance, effectivement, sur l'ordinateur. C'est la même chose dans l'automobile, à ceci près que la voiture est un instrument extrêmement complexe, que les réparateurs ont beau être formés, qu'ils soient concessionnaires de marque, même dans la marque, c'est compliqué aujourd'hui, oui. et a fortiori quand on est un opérateur toute marque. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut intervenir avec ses propres connaissances? Vous allez nous répondre, pas si facile que ça. Alors, avec plaisir. Une des premières choses qui me paraît plus qu'évidente, c'est que le choix de son partenaire professionnel après-vente doit être dicté par la qualité de la relation commerciale que nous avons avec notre réparateur habituel. Ça, c'est le non point de vue du client, effectivement. Exactement. Et non pas par éventuellement des moyens techniques qui seraient différents et qui seraient inéquitables. Donc c'est là-dessus qu'on a fondé nos prestations. Ces moyens techniques sont simples. La formation continue, l'accès de l'information technique suffisante pour entretenir et réparer le véhicule. Le bon outillage d'atelier, bien entendu, ça va de soi. On disait avant, et bon, je passe la voiture à la valise et puis ça va marcher. Voilà. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. C'est plus compliqué, oui. Je pense que... on peut avoir des bonnes valises aussi. Hein, voilà, c'est ça. C'est un peu plus compliqué. Bien entendu, le savoir-faire de l'homme est encore prédominant dans cette affaire. Et c'est là qu'une nouvelle fois, ce que j'appelle moi l'appel à un ami du réparateur qui va être confronté de temps en temps à une difficulté majeure et qui a le besoin de présenter ce problème, cette difficulté, à un autre confrère que nous sommes, voilà, alors que nous réceptionnons à distance. Vous êtes une plateforme Exactement. experte dans l'aide au diagnostic à distance. Exactement. Alors quand on dit à distance, c'est-à-dire on vous téléphone, on est en lien, vous pouvez prendre la main sur la panne? Oui. Exactement, à travers les outils de diagnostic. Oui. Demain, avec la télématique, on pourrait peut-être aller encore un peu plus loin, j'espère bien. D'ailleurs, les constructeurs expérimentent beaucoup de choses dans ce domaine. Donc notre métier, c'est bien de prendre la difficulté du réparateur et de l'aider jusqu'à, bien entendu, prendre la main sur le véhicule. Et pourquoi nous y parvenons? Parce que d'une part, nous avons bien entendu des techniciens extrêmement bien formés, mais que aussi... Mais en permanence, c'est-à-dire tout formé, évolue tellement bien vite. Entendu, les technologies évoluent. Vous allez vous former directement chez les constructeurs? Alors nous travaillons plus particulièrement avec les équipementiers, ce qui nous permet aujourd'hui directement... des technologies aux constructeurs aussi. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et puis ce qui nous permet ensuite d'être particulièrement bien affûtés sur le diagnostic. Et avec un atout majeur que vous comprendrez assez facilement, c'est que quand on exerce comme nous le métier-là depuis 15 ans, et qu'on a réparé 1 300 000 véhicules, avouez que ça serait quand même dommage de ne pas mettre ça dans un bon petit système informatique avec une belle base de connaissances qui nous permet d'avoir un petit peu d'avance sur les autres quand même. Ah oui, c'est ça, c'est le partage de la connaissance. Exactement, finalement. Vous avez bien ça entendu, aussi. Bien entendu, bien entendu. Toute marque automobile, même les véhicules les plus récents? Oui, même les véhicules les plus récents. Bien entendu, notre cible de clientèle ne reçoit pas forcément ces véhicules-là en masse, mais ça arrive bien entendu régulièrement. C'est ça, c'est ça. Alors du coup, la question, parce que tout le monde se pose cette question, finalement, est-ce que les bouleversements technologiques, les incrémentations technologiques ne doivent pas rebuter le client, faire peur? Vous répondez finalement pas du tout, parce que on est là pour aider les professionnels à bien Exactement, je reviens sur le préambule. Solutionner les bugs, etc. Égalité des moyens, équité des moyens techniques, ce qui permet une nouvelle fois, pour le coup, au consommateur de dire, moi je choisis mon réparateur sur sa qualité de la relation client. Et nous avons la chance pour Diag Assistance, puisque c'est la marque Diag Assistance. Voilà, la marque c'est Diag Assistance. C'est Diag Assistance. Nous sommes hébergés dans une plus grande maison qui s'appelle IMA Technologies, dont le métier, c'est la relation client. Notre métier, c'est bien là. Une fois qu'on est affranchi de cette difficulté des moyens techniques, on met en œuvre la relation client et c'est là que nous aidons aussi les professionnels automobiles dans notre deuxième casquette qui est comment fidéliser, comment conquérir des nouveaux clients, comment faire des campagnes de séduction, comment faire des campagnes de resatisfaction. Et ça, nous savons faire. Vous favorisez la concurrence finalement sur le marché. Les marchés où vous êtes implantés. Nous aidons les consommateurs à choisir pour les critères qui leur conviennent. Chez Renault, Philippe Buros, on a le fameux Technocentre qui était utilisé dans les supports publicitaires il y a quelques années. Donc c'est la même chose. Hein. Au Technocentre, on prend en main le véhicule quand il a vraiment une panne qu'on ne solutionne pas en concession ou chez l'agent. C'est le principe d'avoir toutes les compétences réunies sur un site et un seul. Et effectivement, où je partage totalement, c'est qu'avec la digitalisation, il y a beaucoup de choses à faire sur la prévente. Et aujourd'hui, pensez que vous êtes obligé de repasser dans un garage pour une mise à jour de soft.
Il va falloir que ça change. Et ça va changer? Et ça va changer probablement. Alors après, il faut faire attention parce que c'est des nouvelles technologies à pas faire n'importe quoi. Mais un client qui est obligé de se déplacer dans un garage pour faire une mise à jour de soft qui dure 2 ou 3 minutes, probablement qu'on peut le faire à distance assez facilement et assez rapidement. Daniel Roy? Absolument, et je partage d'autant plus votre avis qu'il y a quelque chose que je vais dire qui est quand même est tellement évident dans nos esprits, mais nous sommes dans le marché de la prévente, dans un marché de contraintes. Autant le plaisir, on va le voir avec le mondial où il y a beaucoup de visiteurs, le plaisir de l'achat existe toujours, j'en suis intimement persuadé, mais sincèrement après, est-ce que vous avez dans vos relations des amis qui se lèvent le matin en disant « Youpi, aujourd'hui je fais la révision de ma voiture ». De toute manière, ça reste un petit peu contraignant, effectivement. Et oui. Voilà. Même si on a des prix maintenant qui sont extrêmement étudiés pour les clients. Voilà, donc on comprend bien, hein, effectivement, et ça c'est un enjeu d'aujourd'hui et de demain. Et merci d'avoir témoigné, d'avoir aussi bien compris les besoins des professionnels, parce qu'on a toujours cette notion, cette idée dans la tête que le petit garagiste va être dépassé, mais finalement, c'est oui ou c'est non? C'est plutôt non. C'est plutôt non, Ouais. et une nouvelle fois, il a tout à fait le loisir de choisir un partenaire comme nous pour l'aider à grandir sur les difficultés. Un métier connu, ultra pro, et qui quelque part donne confiance dans son réparateur. Demandez-lui, tiens, quand vous irez chez votre réparateur, s'il a pensé à s'abonner à une plateforme de diagnostic distant. C'est à ça qu'on reconnaît les bons plans chez les réparateurs. Et justement, voici les bons plans du mondial. Je vous le disais en début d'émission, aujourd'hui c'est le Forum mondial de l'innovation, un forum qui est donc dédié aux professionnels, ingénieurs, constructeurs, équipementiers, start-up des nouvelles mobilités. Mais ne soyez pas frustrés pour autant, si les nouvelles mobilités vous intéressent vraiment, vous pouvez rendre visite aux 20 start-up qui sont présentes sur le mondial, comme par exemple Blablacar, qui n'en est plus à l'état de start-up du tout aujourd'hui. C'est dans le hall 3, juste après le stand Honda, c'est la French Tech sur le mondial 2016. Merci justement à notre duo French Touch, Philippe Bureau et Xavier Martinet. Plein succès à Renault sur le mondial avec toutes ces journées thématiques. Vous accueillez bien sûr les clients avec plaisir, les clients et les simples visiteurs. À 11h, vous retrouvez Autotechno avec Laurent Meillot. Venez visiter le mondial de l'automobile aujourd'hui jusqu'à 20h, et sinon demain et vendredi, c'est nocturne jusqu'à 22h. Et merci beaucoup à Oscar Boré de Rentecar également d'être venu sur notre plateau. Bye bye, excellente journée.